trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Bah écoute, quand tu veux. Ouais, ça me va. Alors bonjour, je te rappelle, on est sur... alors le titre, je l'ai pas encore choisi, mais je pense que ça s'appelait Welcome Back. Ok, Ça se trouve bien. ça marche. Je vais juste te demander de te présenter, prénom ou non, juste Ouais. les infos que tu veux, âge si tu as envie, profession si tu as envie, et m'expliquer un petit peu en quelle année tu es revenu en France. Ok, bah moi c'est Nico, 34 ans, ouais, je dis pas de bêtises. 34 ans, métier, il y en a pas en particulier, mais du coup si on fait le rapport par rapport au Welcome Back, ça sera, on va dire photographe, vidéaste, responsable de production, et je suis revenu fin 2023, exactement tiens je vais le noter, c'était le 10 décembre 10 décembre 2023. Ok, c'est marrant, t'as retenu la date, c'est presque comme un anniversaire quoi. C'est le 10 ou le 12. J'avoue, j'ai plus le jour exact, mais c'était à peu près dans ces environs-là. C'était à peu près presque 10 jours avant Noël, quoi, grosso modo. C'était dans ces eaux-là. Ok, et est-ce que tu rappelles de ta date de départ exacte? Alors, ma date de départ exacte, je suis arrivé le 24. Je suis en train de réfléchir. Le 24 juin 2018 à l'aéroport de Djibouti. Ok, donc là tu viens de nous révéler le lieu où tu es parti. Une claque à l'arrivée en sortant de l'avion. Je pense que sur le tarmac, il devait faire plus de 40 degrés. Donc ça c'est le premier truc qui t'a marqué, c'est la température quoi. Ouais. Pourtant t'as déjà été dans des pays chauds. Ah bon? Bah, j'avais été à La Réunion, mais à la bonne période. Donc ça va. À part les canicules, quand on était gamin sur les plages du Nord, non, j'avais pas fait de gros pays chauds. Bah si, j'avais fait l'Italie quand même, on avait eu très chaud en plein été. C'est vrai, quand même, on était monté, je pense, à 38. Ouais. Mais là, 40 degrés, en tout cas, c'est très souvent sur Djibouti. Une grande partie de l'année. Et c'est sec ou humide? C'est 10 mois de l'année sec et 2 mois de l'année humide. Je dirais justement le mois de juin quand je suis arrivé et le mois de septembre. Ok, Ces 2 mois-là, c'est 2 mois humides où c'est 40 degrés, mais du coup désagréable. c'est étouffant. Alors que juillet et août, c'est 40 degrés Ouais. avec ce qu'ils appellent un vent qui s'appelle le Ramsin et c'est sec. Et là, c'est plus agréable. Et pour info, 12 mois de l'année, on joue au foot, peu importe qu'il fasse 40 degrés ou pas. D'ailleurs. Alors, Comme des malades. tu nous dis que tu es revenu le 10-12-2023, donc Ouais. c'est quand même relativement récent en France. Pourquoi tu es revenu? Et ben, j'en avais marre. J'étais arrivé, enfin, je dis j'ai, mais du coup, Pour moi, c'est clair. c'est avec ma femme, mais c'est à titre personnel, en tout cas, c'est arrivé à la fin du parcours, quoi, à la fin d'une étape. Tu avais fait le tour. Envie de changer. L'étape, c'était soit revenir en France ou peut-être faire un autre pays. Mais l'occasion de faire un autre pays, elle s'est pas présentée. Ouais. Mais c'est pas l'idée d'expatriation qui t'a Non, c'est fatigué, c'est le pays en tant que tel. Ouais, c'est le pays Ok. en tant que tel. Après, C'est un petit pays. après presque 6 ans, ouais, c'est un pays un peu insulaire, quoi. C'est coincé entre l'Érythrée, l'Éthiopie et puis la Somalie. Et en face, le Yémen. Et c'est tout petit, quoi. En vrai, j'ai même pas été regarder la taille. Faudrait la regarder, mais c'est peut-être plus petit que la Corse, quoi. Je sais pas. Ouais. Faudrait vérifier, mais en vrai, c'est tout petit, donc tu fais très vite le tour. Pour donner un ordre d'idée, encore, c'est parce que ce sont que des pistes dans le pays. Il y a quelques routes principales, bien sûr, mais après, majoritairement, c'est des pistes. Mais je pense qu'au plus loin, en route, il y a peut-être 5 ou 6 heures. Ok. Donc, sur des extrémités. Donc, ça donne un petit peu un ordre d'idée de la taille du pays. Si c'était des autoroutes, je pense que tout serait accessible En moins de 3 heures. ouais, en moins de 3 heures. Ouais. Ok. Je pense, hein. Donc, ouais, c'était un envie un ras-le-bol.
Enfin, ras-le-bol, c'est un grand mot, mais fatigué. Fatigué. Fatigué du pays, du rythme de travail aussi. Ça rejoint un petit peu, je pense, peut-être les expatriés de manière générale qui bossent à l'étranger. Moi, je bossais pas pour un grand groupe. Je bossais pour une société qui était ouverte localement sur Djibouti. J'ai d'ailleurs fait plusieurs métiers, enfin là-bas, plusieurs boîtes, en ayant un petit peu vadrouillé pour le lycée français de Djibouti quand je suis arrivé en 2018. En gros, ça a fait un petit peu ça. Ça a fait 2018, 2019, hein, une année scolaire. Ça a été le lycée français de Djibouti. Et après, 2019 jusque 2023, bosser pour une boîte, du coup, en tant que responsable de production. Elle s'appelait 9e. On peut le noter. Ça va leur faire de la pub. Voilà. Ouais. Et donc, non, bosser pour eux donc, dans la production photo-vidéo. Et entre les deux, il y a eu un petit chevauchement juste pendant 2 mois. Donc, du coup, c'était l'été 2019. Ouais, c'est ça, juillet-août 2019. Ça a été le consulat de France. Et là, je travaille au service des visas. Ouais, donc t'as vraiment t'as slalomé entre le privé, le public, l'administratif, l'opérationnel. C'est un peu ça. C'est peut-être ça qui est fatigant aussi, non? Toujours en train de changer, de s'adapter. Ça va parce qu'il y a une grosse période un peu stable quand même entre 2019 et 2023 où au fur et à mesure on acquiert des compétences, on gravit les échelons dans la boîte, la confiance de l'équipe et puis de mon responsable tout simplement. Et la fatigue, elle vient des conditions du pays. Le pays est très chaud. Donc quand tu bosses en production photo-vidéo et que tu es sur le terrain quasiment tous les jours. Donc Avec cette fameuse chaleur. assimiler à 40 degrés des gars qui sont en train de faire, je sais pas, l'inauguration d'une ouverture d'un entrepôt, l'inauguration de ceci, de cela. On a bossé pour des ONG, pour du privé. Donc il y avait pas mal de choses à couvrir sur le terrain. Mais ça, c'est une des causes. C'est déjà les conditions climatiques. C'est pas mal. Une des secondes causes, c'est quand même dire aussi, il y a l'éloignement familial. Ok, De temps en temps, ça peut peser. ça revient souvent. Ça a pesé un peu plus à la fin parce que du coup, en janvier, on a eu naissance de notre premier garçon. Donc en fait, ouais, du coup, juste avant, du coup, on a eu en janvier, un petit mec. Tac. C'est comme ça le signe. Ouais, c'est ça. Ça va vers le haut. C'est ce qu'il faut retenir. Du coup, à la naissance d'un premier enfant, ouais, la famille te fait sentir qu'il faut revenir, hein, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a un besoin pour cet enfant-là, pour le cercle familial, de peut-être revenir et d'essayer de recréer quelque chose avec tout le monde, cousin, cousine, tata, tonton, etc. C'est même plus un manque, c'est un besoin. Ouais, il y a quand même un besoin qui se fait sentir, même si après, l'expatriation n'empêche pas ça. Les gens sont potentiellement quand même plus mobiles. On a aussi parfois la chance d'avoir des grands-parents qui peuvent être à la retraite, donc devenir aussi un petit peu plus mobile à ce niveau-là. Les billets d'avion, bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, etc., mais ça reste quand même potentiellement accessible. Ouais. Et les destinations, après, il y a des destinations qui font un peu plus rêver. Là, le souci peut-être à se poser, c'est celui-là, quoi. Ouais. C'est clair. Alors, est-ce que tu serais nous refaire une petite carte de l'Afrique schématique vite fait pour nous montrer où c'est Ouais, écoute, j'ai vu ça. Ouais. C'est basiquement un triangle, quoi. Ouais. Hop. Et du coup, on aurait le petit détroit qui remonte ici après vers la Méditerranée, avec grosso modo le Yémen un peu en face. Donc là, on aurait une petite partie de la Somalie, on aurait Djibouti comme ça, donc un peu l'Érythrée, et après l'Éthiopie qui est très grande, et d'où on était juste là. Donc, tu te sens, non seulement tu mets du temps à chaque fois que tu dois rentrer en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols directs, j'imagine. Djibouti, c'est Et en- 11 vols directs par semaine à Ouais. la France, à Charles de Gaulle. Ok, c'est le bateau à pas rater, quoi. Ouais, c'est ça, il y en a qu'un, sinon après c'est forcément escale. Donc après c'est escale Éthiopie, ou c'est escale Dubaï, ou c'est escale Turquie. Et c'est combien d'heures de vol à peu près à chaque fois Le direct, c'est moins de 7 heures.
Faut quand même Ouais. t'as fait quoi. Et après, sinon, Éthiopie, c'est pas très long, hein. En vrai, Djibouti, Addis Abeba, c'est une petite heure de vol. Ouais. Puis après, Addis Abeba, Paris, je pense que c'est grosso modo 6 heures. Parce qu'une fois que t'arrives à Paris, t'es pas arrivé en plus. Non, c'est ça. Des transits à chaque fois qui sont longs. Après, c'est ça, quoi. Tu te tapes après, tu te tapes pas du coup le. Et encore, on a de la chance parce que nous, en habitant sur la métropole lilloise, Charles de Gaulle, tu descends, t'as direct le TGV, tu prends le TGV, t'arrives à Lille et ça va. Donc après, tu reprends un métro ou deux pour arriver à ta destination finale, mais ça va encore. Mais en tout cas, ça fait toujours beaucoup de transit. Et puis, c'est les décalages horaires. Et puis, tu sais, c'est vraiment c'est les trucs chauds, quoi. C'est que des fois, tu te tapes 4 heures d'escale où t'as pas grand-chose à faire. Tu zones un petit peu dans l'aéroport. Ouais, faut économiser un peu de sous. Voilà, c'est ça, t'as économisé un petit peu. Ou surtout, tu t'es, entre guillemets, même pas payé le luxe, mais juste de pouvoir partir à la date où t'avais envie de partir. Ouais. Avec une autre compagnie. Et t'as dit décalage horaire, il y a combien d'heures de décalage? Le décalage horaire, c'est 1 à 2 heures en fonction du coup des saisons printanières et automnales de la France avec le décalage. Ça, tu le sens beaucoup ou c'est... Non, ça va. Non. Tu le sens pas quand tu voyages. Tu le sens, mais mine de rien, déjà, quand tu es à 2 heures max, tu le sens déjà dans l'organisation avec la famille ou les amis quand tu dois les appeler le soir où tu te dis, Faut préciser. ouais, voilà, faut préciser, Ça quoi. s'appelle à telle heure, heure de Paris ou... C'est ça, on s'appelle à 20 heures de chez nous, il est 18 heures chez vous, vous finissez le taf, et puis si tu t'appelles à 22 heures, en fait, Tu peux vite te louper, quoi. nous on reprend le taf derrière du lendemain, c'est un peu crevant, et vous, en fait, il est 20 heures, donc c'est bon. Donc il faut le caler, mais après le week-end, ça se fait quand même assez facilement. Donc ça, c'est pas gênant. Mais en tout cas, ouais, le cheminement, c'est de dire, 2023, ras-le-bol, fatigué, envie de faire une pause, changer. Donc on part. Et pendant en tout cas, c'est presque 6 ans, parce que ça fait pas tout à fait 6 ans, mais on y est presque. J'étais venu en fait un petit peu avant à Djibouti, 3 semaines, un mois, pour comment dire, pour tester le pays. J'étais venu un petit peu avant pour prendre les marques, voir un petit peu comment ça allait se passer, rencontrer les quelques personnes où j'avais contact avec eux, préparer un peu les entretiens. Après, j'ai tout fait de France et après, quand je suis arrivé vraiment le 24 juin, je me souviens parce que je pense que même quelques jours après, genre je pense que le 28 ou le 29, j'avais déjà mes premiers entretiens d'embauche. Donc ça s'est fait après très très rapidement. Quand j'ai été pris au lycée français, je pensais pas être pris, en vrai. J'ai eu une classe de petite section maternelle où je me suis retrouvé enseignant d'une petite section maternelle. Alors que c'était pas du tout ton métier. C'est pas du tout mon métier, même si j'ai fait Enfin voilà, je suis coordinateur social de formation et j'ai bossé 10 ans dans l'animation auprès des enfants. Pas de zéro, quoi. Non, quand même pas. Et avec un peu un public un peu avec des enfants parfois en difficulté. Mais ça n'empêche que tu dis enseignant du jour au lendemain, quoi. Donc en fait, je me souviens que j'ai pas pu rentrer. Moi, j'avais prévu de rentrer en fait un peu pendant l'été et revenir en septembre. Et en fait, ça a pas pu se faire du tout. Et donc, Parce que t'as la classe, quoi. T'as école. c'est ça, en fait. Non, on m'a dit, écoute, t'as le poste. Tu reprends, je pense, j'avais une petite semaine pour préparer la classe. C'était fin août. Et puis, on reprenait début septembre. On était calé sur comment? Sur la zone scolaire de Bordeaux. Donc on reprenait tout début septembre, sauf qu'en fait j'avais pas toutes mes affaires. Ouais, j'avais pris juste une valise comme ça en fait. En étournant, quoi. J'avais pas tous mes vêtements, j'avais pas tous mes trucs, j'avais des vêtements qui étaient pas forcément adaptés. Il a fallu aller acheter des trucs et on était parti en Afrique du Sud du coup, en se disant on va faire d'une pierre deux coups, des vacances et en même temps aller chercher dans les centres commerciaux 2-3 petites bricoles. Donc j'avais acheté pas mal de petits bouquins pour m'aider en fait sur la gestion d'une classe, sur la préparation des cours avec les enfants de 3 ans, avoir un petit peu quelques modules. Puis après j'avais surtout une superbe maître formatrice, Madame Lyonnais, Valérie Lyonnais, qui était vraiment top. C'était ma voisine de classe. En fait, elle avait la deuxième petite section maternelle. Ok. Et c'était ce qu'on appelle une maître formatrice. Et t'enseignais en français. Et on enseignait en français, Ok. du coup, ouais. Et alors, tu peux, si tu veux, utiliser des couleurs. C'est pour ça que j'en ai pris. Donc là, tu dis t'es allé en Afrique du Sud, donc t'as fait un. Ouais. C'est ça. Souvent, tu fais des voyages que t'aurais pas fait parce que tu te retrouves sur un autre continent et en plus, ça fait des poupées ruses. Ton point de chute, il est pas chez toi, il est dans l'endroit. C'est ça. Ça commence à faire beaucoup, ça s'accumule, quoi.
En vrai, c'était top. Parce que l'Afrique du Sud, t'es en Europe, mais loin. Ok. T'avais plus le sentiment africain. Ah non, t'es dans des villes, t'es dans des villes où c'est des gratte-ciel dans tous les sens, centres commerciaux dans tous les sens. Tu retrouves toutes les chaînes que tu retrouves partout dans le monde, hein, donc les McDo, les burgers, les ceci, les cela. En vrai, t'es à l'européenne, juste avec un climat un peu sympa, pas la même population, peut-être pas la même mentalité, mais ça encore, je pourrais pas te dire, c'est trop court. Une petite, Vous êtes passé quoi? ouais, une petite Ouais. semaine là-bas. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est qu'on se baladait sans savoir qu'il y avait un couvre-feu à ce moment-là en Afrique du Sud Ah oui. sur Johannesburg. Ah merde. Ouais. Et on voyait du coup sur les écriteaux des maisons, il y avait des petits écriteaux en métal qui étaient placardés en mode on se donne le droit de tirer. Voilà, sur les vigilances des maisons, genre sécurité privée. Il n'y avait pas attention aux chiens, mais attention aux balles, quoi. Non, on n'a pas du tout fait attention. On était sortis un soir, on avait trouvé un bon petit resto. Le resto en plus franchement, il était exceptionnel. Et on se dit, mais il n'y a personne dans. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre, il n'y a personne dans les rues, il était 18h. Personne dans les rues, 18h, 18h. Mais c'était pas un couvre-feu de Covid. Non, non, du tout, parce que ça l'était pas encore. En 2018, ça l'était pas encore, hein, c'était fin août 2018. Mais bah, c'est juste que bah, ça reste les soucis de fin d'apartheid qui sont pas vraiment finis en Afrique du Sud. Ok. Quand même toujours des soucis entre communauté blanche et communauté noire. Et donc, ouais, il y avait un couvre-feu. Mais par contre, après, dans la journée, enfin, en ayant découvert ça, en fait, le soir même ou le lendemain, parce qu'on s'est renseigné, on n'a pas eu de sensation d'insécurité dans le pays ou autre. Mais c'est juste que c'était, bah voilà, quoi, c'est qu'il y avait un couvre-feu, fallait faire gaffe. D'ailleurs, on pouvait pas prendre les taxis, fallait prendre les taxis conventionnés. Et en vrai, il était même conseillé de prendre comment ça s'appelle? D'ailleurs, je l'utilise plus, cette merde. Uber. Ouais. Il fallait prendre des Uber parce que c'était un peu plus sécurisé. Voilà. Derrière, il y avait quand même au moins la vigilance. La confiance. La vigilance prise où tu peux te faire un peu défoncer et tu peux Ouais. du jour au lendemain un peu être bah, perdre ton contrat de travail, même si tu n'as pas de contrat de travail dans ces sociétés. Mais voilà, en tout cas, tu perds ton statut et voilà. Et pour revenir sur Djibouti, donc tu précises que c'est un petit pays, mais en plus c'est aussi le nom de la capitale. Donc Ouais. toi t'étais à Djibouti, à Djibouti. Ouais. C'est comme Luxembourg, Ouais, quoi. c'est exactement ça. Et c'est vraiment un petit pays particulier, hein. Quand on dit vraiment insulaire, c'est peut-être le pays où il y a le plus de bases militaires concentrées sur un si petit territoire. D'ailleurs, c'est la seule base chinoise qui a été faite à l'extérieur du pays, en Chine. La Ok. première a été créée à Djibouti. C'est quoi, c'est un remplacement stratégique Emplacement stratégique parce que il y a la mer Rouge, c'est ça? c'est le détroit qui mène jusqu'à la Méditerranée, qui passe devant le Yémen, où il y a pas mal de piraterie avec la Somalie à côté. Ah C'est d'accord. un endroit stratégique aussi en termes de. Enfin, après, j'aurais du mal à faire l'autre continent, mais grosso modo, c'est un endroit stratégique. Après, quand tu retournes au Japon, c'est un petit peu une zone commerciale assez importante. Tu repasses par ici pour pas mal de bateaux. Si tu veux pas te taper le cap de Bonne-Espérance, et au coup de couteau, obligé de faire tout le tour, alors que si tu passes dans le détroit, c'est un peu plus rapide. Donc, et puis, il y a pas mal de pays en guerre autour, Yémen, Érythrée, Somalie, Ouais. Éthiopie, c'est très instable aussi, beaucoup de problèmes intercommunautaires. Donc, ouais, c'est un pays très stratégique, base militaire française, italienne, allemande, espagnole, chinoise, américaine, comme toujours, ils sont partout. Et concentré sur un petit territoire. Tout petit pays, ouais. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, tu as été un petit peu en Afrique du Sud. Il y a au final quand même un lien entre ces deux pays. C'est qu'à un moment donné, ils ont un emplacement stratégique parce que c'est le commerce qui passe par là. Du coup, là, avec le canal de Suez, ça a changé. C'est ça. Et il y a un lien géostratégique entre ces deux pays, en fait. Il y a un point On y très penserait pas. stratégique ici, entre tous les ports, le port d'Érythrée, le port de Djibouti et le port de Somalie, parce que du coup, tout le reste à l'intérieur, là, tout ce qui se passe après, au final, en remontant tout doucement, pas en allant jusqu'au Sénégal parce qu'ils ont leur port, et pas en allant du coup sur la partie, au-dessus du Sahara, parce qu'au final, toutes les marchandises qui doivent transiter en Afrique, ici, ben, elle passe par Djibouti. L'Éthiopie, par exemple, en l'occurrence, la majorité du transport en Éthiopie, elle se fait via le port de Djibouti.
pour aller jusqu'en Éthiopie. Donc la majorité des marchandises d'abord arrivent à Djibouti, sont sélectionnées, enfin entreposées là, et après c'est que de la voie terrestre, Ok. faite par camion, et ça passe en Éthiopie, et puis après tout le reste. Tu le ressens, ce poids, ce côté militaire, quand tu rencontres des gens, il y a d'autres étrangers, il y a beaucoup d'étrangers, non? C'est un peu comme Dubaï. Ouais, beaucoup d'étrangers, et surtout, ben, j'ai jamais autant rencontré de militaires de ma vie. D'accord. En fait, en France, j'avais aucun pote militaire, et depuis que je suis parti, ouais, j'en ai côtoyé quelques-uns. Ça, c'est un très bon point. C'est que ça a permis un peu de démystifier aussi L'armée. l'armée, et de dire, bah voilà, il y a des personnes au sein de l'armée qui ont des parcours, qui ont un Il y a un peu de petit peu de sympathie, un petit peu de tout. Et puis les gens viennent aussi en famille, beaucoup en famille à Djibouti, donc femmes et enfants, scolarisés au lycée français. Donc on se côtoie beaucoup. Et comme le pays est très petit, en fait, on fréquente tous les mêmes endroits, les endroits d'expatriés. Mais après, je pense que ça doit être un peu pareil pour tout le monde quand tu... Enfin, à double dose, on va dire. C'est très difficile de s'intégrer avec la population locale. D'accord. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes codes sociaux, Ouais. La langue, la même langue. Enfin, le français fait partie vraiment ces langues officielles. Mais voilà, au fur et à mesure des années, générations passant, euh, c'est plus difficile d'avoir un français qui se porte en étendard, en fait. Et en même temps, en soi, c'est normal. En fait, il y a d'autres langues, notamment l'afar et le somali, en fait, qui se mélangent. Beaucoup de personnes parlent arabe aussi. Et le français est plus forcément placé en étendard. Il y a des personnes aussi qui ont envie de s'émanciper de ça. Bon, après, en fait, peu importe. L'idée, c'est que dans tous les cas, on peut se comprendre. Beaucoup, quand même, parlent français sur Djibouti-Ville. Pas forcément à l'extérieur de Djibouti-Ville, ça, c'est vrai. Mais on n'a pas les mêmes codes culturels. Et ça, du coup, c'est difficile. Et le Djiboutien n'ouvre pas la porte si facilement de chez lui pour qu'on puisse s'y intégrer. Par contre, Ok. tu commences à avoir des personnes de très bonne affinité, vraiment locales. Tu y arrives. Avec mes collègues de travail, j'y arrivais. On arrivait à Mais s'inviter. ça met du temps. On arrivait à s'inviter, mais ça met du temps. Ok. Par contre, après, tu as l'entre-deux. Tu as ces personnes qui font partie de la sphère djiboutienne assez riche, qui voyagent, qui ont fait leurs études à l'étranger, qui ont été, pour beaucoup, à Djibouti. On va se retrouver soit en Turquie, soit en Belgique, soit au Canada, Ok. soit en France. Il y en a beaucoup. Il y a une grosse communauté belge et canadienne de Djiboutiens qui vont là-bas. Des francophones aussi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est un gros avantage. Et en France, on en a aussi pas mal sur Lille, sur Nantes, sur Montpellier, par rapport aux universités. Les D'accord. trois là sont assez importantes, D'accord. moins que Paris au final. Et voilà, avec ces personnes-là, c'est plus facile de partager des choses parce qu'on a des codes sociaux parfois un peu plus proches, ou parce qu'ils ont voyagé, sont revenus, soit font partie de la diaspora pour ceux qui sont partis et qui reviennent simplement sur des petites périodes, et pour certains qui reviennent à Djibouti, qui créent leur business, qui bossent, etc. Et qu'on a quelques codes en commun. Mais du coup, effectivement, comme je te disais, c'est que on a tendance à fréquenter tous les mêmes lieux. Donc effectivement, espagnol, anglais, français, militaire français, pas militaire français, civil, non civil, etc. On se côtoie tous au même Ok. endroit, en fait. Même les militaires chinois, ou ça c'était un peu à part? Non, eux, ils sont à l'intérieur de leur base. Et en fait, les Chinois, c'est un peu particulier. Et je mettrai les Américains aussi avec. C'est que quand ils viennent avec la base, ils viennent avec tout. D'accord, ok. Ils viennent, les Sans Américains, dire- par exemple, à l'intérieur de la base, ils ont un Subway, ils ont un Apple Store, ils ont un truc comme ça. En fait, ils sont un peu en vase clos. D'ailleurs, une partie de l'ambassade des États-Unis, les quelques-uns avaient le droit de sortir quand ils avaient des bons postes, des postes de cadre, et les autres, au sein de la base militaire américaine, c'est full base militaire. D'accord. Il y a Il un reste contrôle, à quoi. l'intérieur. La seule fois où je suis rentré, c'est pour aller faire un match de foot là-bas. D'accord. Et je peux te dire que le contrôle de sécurité, C'est du sérieux, quoi. ouais, tu rigoles pas. Il y a Ouais. regarde partout dans la voiture, D'accord. dans tous les sens. Et donc là, on a t'expliqué un peu les aspects culturels et tout, mais on n'a pas parlé d'un truc, c'est pourquoi t'es parti à la base. Alors, je suis parti parce que il y avait deux points. Il y a un aspect un peu vie personnelle pour retrouver une personne, en l'occurrence suivre une personne avec qui finalement je me suis marié et j'ai eu des enfants. On est revenu en France,
Et la deuxième chose Bon choix. aussi, ouais, bon choix. J'abli le rythme. Voilà, C'est pas gagné, quoi. non, c'était pas gagné. Il y avait des petits doutes quand même. Et au final, ça s'est fait. Et bah, le deuxième point, je pense que je le savais pas en partant. Je l'ai su qu'après. C'est que c'était cool de partir en fait. Ok. De- T'avais jamais changer. Ouais, non. Ok. Non, un gros voyage Erasmus, non? Non. Ok. non, pas d'Erasmus. Tous les trucs que j'ai fait, c'est des petites vacances, des petits week-ends à droite à gauche. Donc t'avais ce truc de il faut que je sorte de mon trou, quoi. Ouais, ça a peut-être été un enchaînement. Bah, après, on se connaît avec le présentateur privé, de, voilà. de l'émission dans le privé, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit enchaînement. Avant 2018, il y avait eu des choses. On va continuer comme ça. Donc, du coup, C'est-à-dire, organise-toi comme tu veux. Du coup, on va dire qu'il y a une partie de l'Europe qui est là-bas, et puis après, il y a l'autre continent des Américains qui pensent que tout leur appartient. Là, ici. Donc, je le coupe parce que comme ça, comme tout leur appartient pas, on s'en fout. Ouais, compris. Et en fait, en 2015, ouais, c'est ça, 2015. Et après, dans les années qui ont suivi, il y a eu un gros changement. C'est 2015, il y a eu New York. Je suis parti tout seul. Comme ça. Une semaine, ouais, sur un coup de tête, non. C'était quand même une envie de gamin de la série Friends. Je pense qu'on a tous à peu près la référence pour ceux qui sont nés C'était culturel. dans les années 90. C'était le cinéma, les séries, les jeux vidéo. Ouais, j'avais une envie de découvrir un petit peu ça. De faire le voyage tout seul parce que c'était un petit défi. On parle un petit peu anglais, mais on n'est pas les meilleurs, donc c'était aussi un petit défi aussi linguistique. Et de se débrouiller, Se débrouiller, le faire. Ça, ouais, ça a peut-être déclenché un petit quelque chose, Ouais. ce petit truc. un peu, je peux y arriver au final. Ouais. C'est pas si pire, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était top. Ok. C'est top. Puis, bah, toi aussi, t'as bien aimé New York. Hein. Ah ouais, je suis plusieurs fois. Moi, j'ai adoré. C'est l'une des seules grandes villes pour l'instant que j'ai fait où je me suis dit, waouh, c'est dément comme c'est fou, mais ça va. Ok. C'est cool. Tu peux retrouver des choses à échelle humaine. Et puis, je sais pas, il y a un petit truc. C'est grand, mais il y a des petits trucs. New York, c'est pas les États-Unis, quoi. Je sais pas. C'est l'aspect des États-Unis, quoi. C'est ça, ouais. Très particulier. Ouais. Toi, il y a tellement d'États que tout sera un peu différent. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et je pense peut-être que ça a fait un cheminement finalement. En fait, d'être parti en 2018, je savais pas que ça me ferait autant de bien de partir et de se dire, bah, pendant toutes ces années, je me suis vraiment émancipé, en fait. Ouais. Loin de la. T'avais déjà des petits frissons, mais il fallait un prétexte pour faire de C'est ça. le- Là, il y a eu un gros prétexte pour y aller. Et je l'ai fait et j'en suis super fier. Et puis, c'est surtout revenir en 2023 avec, bah, en étant marié, avec un enfant, avec des projets dans la tête, bon, une envie de se poser un petit peu, de faire un petit break de Djibouti et puis de l'intensité du travail sur place. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est bien de l'avoir fait et de s'être émancipé pendant ces 6 années, quoi. Ça, c'était cool. Alors là, tu parles de 6 ans, genre straight, quoi, on va dire, une ligne. Mais il y a comme des moments où tu revenais, quoi. Ça a jamais. Ça a fait des trucs comme ça. On peut pas le dessiner parce qu'après Picasso, il va me. Mais t'as pris des pauses, non? Les seules fois où on rentrait, c'était pour les vacances. Ouais. Au final. Du coup, tes vacances, ça devient la France, quoi. C'est ça. Obligé. Ah non, mais attends, tu pars en vacances en France, mais tu pars pas en vacances. Quand tu rentres chez toi. Tu vas pas dans le Lot-et-Garonne découvrir la gastronomie. Tu vas pas en Bretagne pour découvrir les crêpes, enfin boire du cidre et compagnie. Non. Tu rentres, tu consacres les seules 3 semaines de vacances que tu as dans l'année, grosso modo, un petit peu aussi à Noël. On arrivait à l'avoir, mais tu consacres ça en fait à ta famille et tes amis. Et à régler des problèmes aussi. Et là, tu rentres et tu deviens le militaire qui est posté à Djibouti, en fait. Ok. Tu fais tac, 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 tu vois tout le monde, tu as un planning de ministre. Tu dis, ok, toi, je te vois là, je te vois de telle heure à telle heure. Toi, je te fais ça avec les parents, on fait ce dîner-là. Après, on fait la famille de madame, la famille de monsieur, les ceci, les cela. Ouais, là, après, c'est. Donc tu te reposes pas, en fait. Non, tu te reposes pas. Tu reviens, t'es encore plus fatigué, tu rechies 40. Tu reviens défoncé, mais requinqué psychologiquement. Ça, par contre, c'est une très bonne dose. C'est-à-dire que tu as revu tous tes amis avec lesquels tu as partagé tellement de choses des années auparavant. Et puis,
t'as aussi envie de faire en sorte de pas briser le lien, en fait. Ok. Parce que partir, c'est faire ta... Plus d'oxygène un peu. Ouais, Ok. ça, ouais, quand même. Ouais. Mine de rien, ouais. Puis il y a toujours aussi les fêtes de fin d'année, c'est quand même... Ouais, c'est un peu cucu, mais bon, c'est quand même le petit truc un peu sympa. On se retrouve à Noël, c'est les trucs qu'on est en famille. Ok. Puis j'ai mon frère aussi voilà, qui avait sa vie. J'avais mes petits-neveux aussi à découvrir. Voilà, mon frère a eu des enfants entre deux. C'était aussi, voilà, de faire en sorte de garder un petit fil conducteur avec tout le monde. Ok. Parce que tout le monde continue sa vie dans tous les cas. J'ai une autre question. Dis-moi. Là, t'as dit que t'étais revenu parce que t'en avais un peu marre, mais pas marre d'être à l'étranger. Alors, est-ce que y a un autre pays où t'aurais bien aimé aller Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille encore aussi J'ai pas de destination en particulier, en fait. Mm. En vrai, il faut quand même s'avouer que on n'a pas tous les mêmes conditions d'expatriation. Mm. Moi, en l'occurrence, voilà, dans la société dans laquelle j'étais bien payé. Ok. J'avais des bonnes conditions. Et en étant avec madame par la suite, et on a bénéficié de bonnes conditions parce que, voilà, on a travaillé pour un grand groupe. Et du coup, bah, tu as beaucoup d'avantages en étant en expatriation dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un truc qui te donne envie de continuer aussi quand même. C'est que tu as de la reconnaissance sur place. Ça, c'est vraiment génial. Tu es reconnu pour le travail que tu fais. La boîte pour laquelle elle bossait, il y avait quand même des projets d'envergure assez importants d'utilité publique. Mm. Donc ça, c'est cool aussi. C'est gratifiant. Tu participes à des projets assez importants au développement du pays. Mm. Voilà, qu'on soit d'accord ou non avec les projets de certaines sociétés françaises à l'étranger, mais peu importe. J'avais pas de destination précise après, mais on s'était toujours dit, c'est bizarre en plus, hein, mais pas finir sur Djibouti. D'accord. Finalement, pour l'instant, on est rentré et il n'y a rien d'autre. Ok. Et pourquoi ça serait c'est quoi la sensation? C'est un peu comme quand tu finis de manger une endive, c'est un peu amer, non? Je sais pas, tu voulais finir sur un truc sucré, non? Ouais, c'est ça, faut finir avec un peu de miel. J'essayais de trouver une métaphore. Faut finir avec un peu de miel. Ok, Non, alors ça aurait été quoi le miel? c'est te dire, en fait, je sais pas, tu me disais, tu avais reçu d'autres personnes qui avaient pas mal baroudé. Et en fait, des fois, c'est de se dire, bah, tu as goûté au plaisir de quelque chose, mais tu as commencé assez bas. C'est-à-dire que Djibouti, en termes d'expatriation, c'est pas forcément le pays le mieux placé. Ouais. Donc en soi, tu pourrais encore avoir un pays bien mieux doté en infrastructures, que ça soit scolaire, de santé, de loisirs, de culturel, etc. Peu importe, tu as commencé à un endroit en fait, et tu sais que tu peux monter. Donc on s'était dit, bah, montons. Mais bon, au final, tu vois, on a fermé la porte à Djibouti, on n'a pour l'instant pas recherché ailleurs. Mais c'est juste dire, bah, ouais, allons tester un autre truc. Dubaï, par exemple. Je donne cette info-là. Quand on est arrivé à Djibouti, de ma vie, je me disais toujours, jamais de la vie je mettrai un pied à Dubaï. Si ce n'est pour faire mon escale avec mon avion, parce que Pourquoi ça te... ça m'attire pas D'accord. pour une expatriation. Mais en fait, après avoir fait Djibouti, tu te dis, t'as pas forcément accès à tout, c'est pas forcément, voilà, comme tu dis, le pays le mieux doté. Donc tu te dis, bah, pourquoi pas? Si c'est une expatriation d'une année, c'est pas grave, une année, c'est pas grand-chose dans une vie. Tu peux faire l'effort de dire, bon, bah, c'est pas le pays qui partage les plus grandes valeurs, le plus grand respect de l'environnement ou la chose la plus, comment dire, la plus discrète, c'est très ostentatoire, quoi. Dubaï, je suis pas fan de ça. Je préfère au contraire le côté un peu plus secret de Djibouti. Mais c'est juste pas finir là-dessus. Et par curiosité peut-être aussi un peu. Curiosité, et puis renouveau aussi, on dit souvent que des fois, bon, même si t'es fatigué, enchaîner sur un autre projet, ça permet de redonner un nouveau souffle en fait. Ouais. Tu dois tout reconstruire, tu dois repartir un peu de zéro, donc tu repars avec des idées nouvelles, parfois peut-être avec quelques petits préjugés, mais quelques a priori, mais après voilà, il faut y aller. Ouais. Et parce que du coup, j'imagine que cette vie d'immigré, ça devient un peu ton mode de vie par défaut. Est-ce que tu t'es pas dit, je veux aussi voir si je suis un vrai professionnel d'immigration? Parce qu'au final, t'as testé qu'un pays. En testant un deuxième, tu vois si t'as vraiment ces ressources-là. Genre si t'es capable de t'adapter en Voilà, fait, n'importe où, n'importe comment. Je me aussi. Je me suis toujours dit ça, je pense que je suis assez résilient pour aller m'adapter un peu n'importe où. Ouais. On n'est pas on est des gens relativement sympathiques et surtout
empathique. Mm. Donc quand on arrive à un endroit, c'est pas on arrive avec le drapeau français en porte-étendard en se disant oh c'est bon, on va tout défoncer. Non non non, c'est on arrive en se disant bah on est des invités chez vous. Donc on va essayer de s'intégrer comme on peut, on va essayer de découvrir comme on peut votre culture, la manière dont vous fonctionnez au quotidien et on va essayer de s'adapter. Bon, bien sûr, on reste français et on a envie de garder quelques privilèges de français, avoir accès à un bon fromage, accès à avoir des trucs comme ça, mais ouais, il y avait peut-être une envie un peu de se tester quand même sur un autre truc en se disant est-ce qu'on peut y arriver? Ouais, ok, je Est-ce qu'on comprends. peut y arriver? Ouais. Parce que là, tu dis, on est rentré parce qu'on en avait marre, mais au final, t'as pas la certitude que t'en avais marre du pays, de l'expatriation. Peut-être que le fait de tester un autre pays, c'était confirmer ça aussi, peut-être, non? Peut-être. En Ouais. fait, on va attends. C'est moi qui fais les réponses indirectement. Ah non, mais en fait, tant qu'on le fait pas, on sait pas. Ok. C'est juste que c'est un peu comme quand tu arrives au bord de la falaise, quoi. C'est que bah, là maintenant tu sais que tu es au bord de la falaise, mais en fait, je sais pas, il y a peut-être un truc derrière. Tu peux aussi peut-être reculer un petit peu, te poser un petit peu et te dire bah on va peut-être prendre le chemin qui est un peu à côté. En fait, la falaise, elle va un petit peu plus loin et on peut encore continuer un peu un bout de chemin. Mais non, c'est pour répondre à ta question, en fait, c'est ça, c'est que c'est une fatigue parce que tu arrives en bout de course. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. On s'est pas testé là-dessus. Peut-être que le confort d'avoir un enfant, on s'est dit, bah en fait, on va rentrer, on va profiter aussi un peu des enfants. Il y avait un peu de ça. C'est profiter un peu de la famille, faire une petite pause et on verra. Mais il y a toujours une petite flamme au fond, à l'intérieur, qui te dit, bah c'est cool, on a goûté un peu à l'expatriation, il y a plein d'aspects positifs. Moi, l'aspect positif de Djibouti, c'est la liberté en fait. C'est un pays ultra sécurisé avec 50 bases militaires. Et en fait, je me suis jamais autant senti en sécurité qu'à Djibouti à pouvoir sortir à n'importe quelle heure, n'importe comment. Et on a une activité vraiment qui nous manque aujourd'hui. Enfin, moi, qui me manque énormément, c'est les bivouacs, par exemple. Ok. C'est-à-dire que on est là, je te dis, bah vas-y, viens, allez, tu viens en voiture, tu viens en 4x4, je te prends, on a des lits picots, on a des petits trucs, on a des réchauds, on a des boîtes de conserve, on peut aller où on veut. Et bivouac, c'est quoi? C'est du camping, c'est ça? C'est bivouac. Ouais. Alors, camping, c'est à la française, quoi. C'est camping paradis. Avec, après, il n'y a pas de caravane. Avec des acteurs et compagnie. Non, 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 il n'y a pas de caravane. Non, tu pars avec. Nous, on partait avec le 4x4. On avait acheté une tente de toit. Ok. On l'a acheté quelques mois après la naissance de notre fils. Donc, Alors, ça ressemble à quoi un peu une tente de toit? C'est quoi? tente de toit, c'est un petit rectangle que tu poses au-dessus de ta voiture que quand tu déplies, bah, ça fait un petit dôme. Ah oui, tu veux que je te le dessine? Ah ouais. Ah, ok. Donc là, on a un 4x4. Voilà. Un très beau 4x4. Non, bah, tente de toit, en fait, ça te fait. T'as une petite plateforme comme ça. Ouais. Et bah, quand tu la déplies, généralement, bah, tu la déplies en étant plutôt sur les côtés. Donc, en fait, tu te retrouves avec une tente qui fait ça, avec cette partie-là qui est sur la voiture. Et c'est une structure avec une petite échelle. Voilà, t'as une petite fenêtre de chaque côté. D'ailleurs, c'est la tente Décathlon, donc tu pouvais la décapoter entièrement à 360 degrés. Et puis, du coup, bah, avec. Et t'es Grosso modo, ta voiture qui est là. Hein. Voilà, quoi. Je dessine vraiment très mal. Ah non, on comprend. Ouais. Là, c'est vu de face, quoi. Ouais. Ok. Donc ça doit sortir sur le côté, quoi. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de trouver un bon endroit, un bon spot, assez plat. Tu déplies les tentes avec tous les potes. Mais pourquoi sur le toit? Pourquoi pas par terre? Alors, en fait, le gros avantage, c'est que ta tente de toit, elle est tout le temps vissée sur ton toit. Donc, en fait, ton couchage, tu l'as en permanence. C'est pratique, quoi. C'est ça, en fait. Nous, on dormait à trois. Ouais, c'est ça, en fait. On dormait à 3 dedans avec notre fils. Là, il y a de la place, quand même. Notre fils, bah ouais, et puis notre fils a goûté, en fait, au bivouac à partir de l'âge de 3 ans. Des 3 mois, pardon. Pour les animaux, peut-être aussi, non? Pour éviter. Ça va encore parce qu'il n'y a pas de. Prédateurs? Non, il y a des. Il y a pas. Non, ça va. En vrai, sur Djibouti, ça va. Tu peux tomber sur quelques serpents à certains endroits. Ouais. Quelques petits chacals vite fait. On n'est pas des chacos? Ouais, quelques chacos. Ouais. Il y a quelques rois lions. Non, non, mais en vrai, après, il n'y a pas de gros prédateurs. Il n'y a pas de gros prédateurs sur Djibouti. Et non, c'était vraiment l'aspect super sympa. C'est qu'en fait, en plus, on a tous acheté notre tente de toit. Et donc, partir en convoi,
en bivouac avec quelques amis. Donc, tu vois, après, on s'installait vraiment tous, hein, on essayait de trouver un petit spot et puis on plaçait les voitures un peu comme on pouvait au bon endroit pour avoir une bonne vue le matin. Et puis, on faisait un petit campement au milieu, quoi, tu vois. Un petit campement au milieu. Donc, on avait toutes les tentes de toit qui étaient là. Et puis, chacun a son petit espace un peu. Ok, vous faisiez un peu comme les colons en Amérique, là, vous faites un rond de cartes. Ouais, en plus, en vrai, là, je te dis Cinnamon, mais souvent, en fait, chacun se plaçait un peu où il voulait. Il y a des fois, il y en avait certains qui s'éloignaient un peu pour être plus tranquille parce qu'ils dormaient plus Les le barons matin. fleurs. Nous, on avait un gamin, donc dans tous les cas, on était réveillés à 6 heures du matin. Ah, voilà, c'est. Mais non, c'est vraiment top, c'est la sensation de liberté. Tu prends la voiture. En fait, on avait ultra optimisé le truc, en fait, à la fin. C'est-à-dire que nous, on finissait la semaine le jeudi soir. Le week-end à Djibouti, c'était le vendredi et le samedi. C'était pas le samedi et le dimanche. Donc, ça, on était en décalé d'ailleurs par rapport à l'Europe. Mais on finissait la semaine le jeudi. Mm. Et on était tellement rodés à la fin que on rentrait à la maison, on prenait 2 caisses. Dans les caisses, il y avait tout le matériel de bivouac. Dans l'autre, il y avait toute la partie nourriture. On foutait ça dedans. On passait à une petite supérette qui vendait des glaçons. On mettait ça en dernière minute dans une glacière. On faisait une glacière. Et là, on mettait tous les trucs frais pour que ça reste au frais. Et puis c'est parti, on partait. La tente, elle était déjà sur le toit, tu vois. Donc il y avait déjà la couverture qui était dedans, il y avait déjà les oreillers. Il y avait juste besoin de prendre les 2-3 petits trucs. Mais comme tout était empaqueté dans des caisses, ça allait super vite. Et après, tu prenais juste ton sac à dos, tu mettais 2-3 affaires dedans, ta trousse de toilette, et t'es parti. Et là, c'était la soupape de décompression. Peut-être que si on avait pu le faire avant, peut-être qu'on serait pas parti. Je peux pas vraiment te le dire aujourd'hui, Sûr. mais quand tu sors de Djibouti-Ville, à partir du moment où tu as quitté Djibouti-Ville, c'est ouais, c'est nu, quoi. C'est le désert. C'est nu, ouais. Mm. C'est sauvage. Mm. C'est sauvage, en fait. Tu vas où tu veux, tu te places où tu veux. Est-ce qu'il y a, du coup, j'essaie de créer les connexions. Est-ce que cette expérience-là que tu décris, qui a l'air très particulière, qui te tient à cœur, elle aurait un lien avec ton premier 2015 New York? Est-ce qu'il y a dans les sensations ou dans ce truc de liberté, est-ce que tu Ah, peut-être. arriverais à créer une connexion Bah, je sais pas, je peux me dire non, il n'y a rien. bien, ouais, il y a notre petit truc en Italie en voiture, mais on avait pas mal bougé quand on était parti en En road trip, Italie, quoi. en road trip. Mais non, il y a un côté, je pense, adolescent dedans. C'est que je me suis toujours dit un jour, why not, tu vois, faire une petite année, ou peut-être juste quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avec un van, avec un petit truc et bouger et découvrir, ne serait-ce que déjà en France, voilà, les départements, les régions, les petites villes un peu sympas. Et donc aujourd'hui, je pourrais faire une connexion aussi avec, c'est que bah ouais, New York, ça m'a au moins donné le goût du risque. Ok, j'ai râlé. Et en fait, Bon, ça doit pas être si dangereux, quoi. il y a un obstacle, j'avais jamais conduit de 4x4 avant, j'avais jamais franchi des choses, tu vois, avec les 4x4, là, on a été franchir parfois pas mal de petits trucs où il fallait, voilà, se débrouiller entre nous. Je me souviens, on a créé des chemins. Je peux te donner une petite histoire. On s'est créé un chemin à un endroit où on était 3 véhicules et il a fallu vraiment un peu taper dans la terre pour essayer de remodeler un petit peu pour que les voitures passent plus facilement au niveau du bas de caisse. Et la petite histoire, c'est qu'on a pris un endroit de bivouac à cet endroit-là qui était génial, en plus qui était à 1h30 de Djibouti-Ville, donc très, très rapide et très accessible parce que la nuit tourne très vite à Djibouti. Donc quand tu pars le jeudi soir, faut partir très rapide à un endroit accessible. Après, c'est pas éclairé comme sur nos routes françaises et autoroutes. Et donc on est parti là-bas et mon fils avait perdu son chapeau pendant qu'on faisait une balade le matin, fin d'après-midi plutôt. Perdu son chapeau et le lendemain matin, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé au pied d'un arbre, au pied d'un acacia. Un acacia qui faisait une corolle de 360 degrés en fait. Le port de l'arbre les branches faisaient 360 degrés, donc ça faisait une immense ombre par terre. Ok, Et en fait, c'est devenu notre spot d'accord. final où on a passé pas mal de bivouac avant qu'on quitte le camp. Comme un parasol, quoi, un peu. Ouais, ça lui faisait un parasol et en fait, bah, c'est un peu l'histoire de notre fils qui a trouvé ce spot-là, quoi. C'était. Vous n'avez pas gravé votre nom, les dents, Non, mais par contre, les vous taillez un caillou, les potes ont envoyé pas mal de photos par la suite parce qu'ils ont il est surtourné. souvent été à ce spot-là qui est pas très loin, bien placé, une belle vue sur les montagnes. Mm. Vraiment, en termes de vue, c'était. T'imagines vraiment l'acacia avec ce port vraiment très très grand comme ça. Et en fait, en face, quand tu t'installais sur tes petites chaises là, comme ça, là, bah,
ici, c'était un peu les petites montagnes. Je dis bien petites, hein, parce qu'on est à Djibouti, c'est relativement assez plat. Ouais. Mais le coucher de soleil se mettait à cet endroit-là. Et en fait, après, devant, tu avais des troupeaux de dromadaires qui passaient. Tu avais quelques animaux sauvages qui passaient. C'était l'endroit où il fallait après se poser. Petit apéro. Pas besoin de coucher de musique. soleil. Ok. C'était le spot. Par contre, c'est soleil vert, c'est dystopique, quoi. Ouais, voilà, c'est... Ouais, on va pas le voir après la caméra. Oh, tu peux le faire orange, hein, si tu veux. Non, mais je suis daltonien. C'est bleu, là, non? Du coup, ouais, ça. T'as pas un orange foncé dans ton truc ou quoi? Ou rouge. Voilà. C'est combiné. On va mettre un petit peu de rouge tout autour. Non, mais ça, c'était une vraie soupape de décompression. Et en vrai, je pourrais, moi, te poser une question, en fait, au final, sur toi, peut-être ton expatriation, mais je pense que peut-être à ton échelle, toi aussi, tu avais des soupapes de décompression comme ça, des choses qui te permettaient un peu d'oublier tout ce qui se passait autour. Ah oui, bien sûr, je t'en parlerai en off. Moi, j'ai une dernière question. Ouais, dis-moi. Je reviens du coup à la fin, parce qu'on va bientôt arriver tranquillement au bout de cet enregistrement. Ok. 10-12 2023, c'était de retour, t'as dit j'en avais marre, même s'il y a eu les trucs de la naissance d'un de tes fils, etc. Ouais. Mais là, tout ce que tu décris, c'est quand même globalement assez positif. Au final, t'en as eu marre de quoi? Parce que j'imagine que c'est pas un truc, c'est une accumulation de choses, non? Bah après, on est deux à décider. Quand on part, on n'est plus tout seul. Donc, on vit pas chacun son voyage de la même, enfin, son expatriation de la même manière. Euh, Moi, ça allait beaucoup mieux dans mon travail, dans ma relation avec mes collègues, les missions que j'avais, etc. Ça m'allait. Après, il y avait une vraie fatigue physique dans Ok. tous les cas, où on commençait à être essoufflé. Et puis, avec la naissance d'un enfant, physiquement, on commençait à prendre un peu cher. Mais on avait des avantages qui permettaient quand même de garder un certain équilibre. J'avais réussi quand même peut-être à entrevoir quelque chose. Mais comme je te dis, on n'est pas deux en fait à décider. Madame était pas mal essoufflée. Du coup, vous êtes deux à décider. Ouais. On n'est pas deux. Ouais, on est deux, pardon, à décider. Je suis pas tout seul à décider, c'était ça que je voulais dire. Je suis pas seul à décider. Et après, ça a été un commun accord. C'est que quand on l'a décidé, tous les deux, à ce moment-là, dans tous les cas, on était dans une bulle un peu plus négative. Donc, quand tu le décides au moment T, c'est la solution. Ok. C'était le professionnellement, quoi. On va dire que c'était pas que le pays, quoi. Oui, voilà, la conscience de travail djiboutienne n'est pas du tout la même que la conscience de travail française. Ce que tu attends d'un collègue djiboutien ou d'un collègue français n'est pas le même. La charge de travail que tu peux allouer à chacun déjà en France est différente. Mais là, du coup, à Djibouti, c'était plus difficile à ce niveau-là. Donc, du coup, toi, en tant qu'expatrié, tu reprends un peu tous les problèmes sur le dos. Tu te retrouves avec pas mal de responsabilités, beaucoup de fatigue à ce niveau-là. Donc, c'est ça aussi qui a périclité à un moment donné. Ok. Ça a fait un trop-plein. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que je te parle sur la fin de tous ces trucs positifs où on a vécu plein de choses avec notre fils, les bivouacs, ça a resserré beaucoup de liens avec des amis. Et en même temps, ça a créé aussi, ça crée des choses certes positives et une petite soupape de décompression. Mais bon, le sifflet de la cocotte, s'il est pas tout le temps ouvert, Tu sens que ça va plus, quoi. tu sens qu'à un moment donné, ça peut péter. Donc, il valait mieux prendre cette décision-là de rentrer, parce que je m'étais toujours dit, quand j'ai mis un pied là, ou quand j'ai mis un pied à New York, ou dans chacun des voyages qu'on peut faire, et ne jamais arriver à un point de non-retour. Ok, d'accord. Donc, il vaut mieux partir avant et se dire, j'ai pas envie d'avoir une image négative de Djibouti, et j'en donnerai jamais une image négative. Par contre, quelqu'un avec qui je discuterai, je lui dirai en toute sincérité et honnêtement les choses que j'ai appréciées, pas appréciées, les choses qui sont difficiles, faciles, etc. Ouais. Mais je préfère partir en bon terme qu'en mauvais terme, en fait. Mm. Et donc là, on est encore parti en bon terme. Ok. Et ça, c'est mieux. Ça D'ailleurs, moi, j'y suis retourné. J'y suis retourné pour une mission en 2024, d'ailleurs. Tiens, je la mets en rose. Parce que du coup, c'est une mission un peu poudrée. C'est une mission heureuse. C'était un petit épilogue, on va dire. Ouais, 2024, je suis parti pour une mission de 2 semaines là-bas pour l'Agence française de développement. Et c'était une mission en fait photographique. C'était pour le 50e anniversaire de l'Agence française de développement sur place. Ok.
Et ça a été un reportage photo des différentes missions que l'AFD a eues sur place. Donc des missions de développement, hein, que ça soit création de puits dans les zones rurales, de l'aide par exemple à la création de stations d'épuration, des choses comme ça. Donc moi j'ai fait un petit reportage photo pour eux. Ils en ont fait toute une exposition qui a été faite le 14 juillet 2024. Et ben c'est super gratifiant, je suis reparti 2 semaines pour ça. Et ça fait quoi de revenir un peu c'était comme un pèlerinage, t'as Ah bah, un arrière-goût, quelque chose, non? Cette fois-ci, tu vois, j'ai été dans le sens inverse. Je suis parti, on s'est occupé de moi. Ah oui, donc Donc, en vrai, en plus, super, quoi. je suis tombé en plus super malade là-bas. J'ai bossé en fait pendant 2 semaines alors qu'en vrai, j'étais pas en état. j'étais courbaturé dans tous les sens. J'avais 39-42 fièvre. J'allais bosser, j'ai été faire le reportage photo quand même. Et j'ai profité d'un dernier bivouac avec les potes. J'ai pu revoir les gens que j'aimais bien, passer quelques petites soirées avec eux. Ça a été génial. Ok, Ça a été presque des vacances en fait, super. Mais payé. entre guillemets, mais payées. Ouais. Cool. Donc ça c'était top. Mais j'en garde de toute façon qu'un bon souvenir. Je sais juste que le moment où on a pris la décision, c'était nécessaire de le faire. Et il n'y a que l'avenir qui nous dira finalement si si ça aurait été mieux de rester ou pas en fait. Bien sûr, on aurait pu peut-être rester, peut-être changer de travail hein, sur place, hein, faire d'autres choses. Peut-être juste prendre une petite pause en disant bah on revient dans 3-4 mois et au final ça aurait été tout aussi bien. J'en sais rien. Mais voilà, il fallait le faire à ce moment-là et ça a Ok. été fait. Là, c'est bon, on va dire t'as fini ce bouquin-là, tu peux en entamer un nouveau, pas de Ouais. regret, quoi. Ok, cool. C'est un peu ça. Ok, bah Donc super. voilà quoi. Je vais te demander de retourner la feuille qui est devant toi. Tu as une belle signature. Et ouais, alors attends, on va rendre l'image un peu nette parce que là, ça déconne. Voilà, super. Eh bah écoute, merci Nico. Et welcome back. Ouais, bah ouais, merci. Welcome back. Yeah, man, how you doing? You good? I know you like that. I know you like that. How long you been back, man? I see the girls in the club, they're getting wild for me. And all the pretty chicks all wanna smile at me. These rap cats, man, they all got this style from me. And if I ever see them, man, they probably bow to me. And when this beat drop, I know they gon' lean. World debut, I know they gon' fiend. Everything Mississippi to the Palm Springs. Girls from brunettes down to blonde queens. These young boys don't know what a Don mean. I'm just a bad boy gone clean. I'm the diamond chain choker, always remain sober. Don't drink liquor and all the game's over. Need a plane, I explain it to my broker. 3 box in the hood, top down, it ain't over.